Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle des achats de jeunes chevaux à l'IFCE et pour ça, je reçois le responsable, Patrick Pralon. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Patrick, tu es écuyer du Cadre Noir et responsable des moyens équestres. Est-ce que tu peux nous présenter ton poste plus complètement ? Plus largement, mon poste, c'est 3 domaines. Le premier domaine consiste en la gestion des moyens équestres de l'IFCE et plus spécifiquement du site de Saumur. Les moyens équestres, c'est tout ce qui tourne autour de cheval pour contribuer à ce qu'il puisse s'entraîner et se former correctement. Et que les écuyers ou élèves puissent se former également dans les meilleures conditions. Alors ça, c'est ta mission principale ? Ça, c'est ma mission principale. Je suis ensuite écuyer au Cadre Noir et responsable de la coordination de l'ensemble des tableaux obstacles qui contribuent aux présentations du Cadre Noir et au gala du Cadre Noir. Et une troisième facette de mon métier sont les achats de chevaux. En tant qu'adjoint de l'écuyer en chef, il m'a donné la responsabilité depuis de nombreuses années d'aller acheter les chevaux en France pour l'ensemble des missions dédiées à l'IFCE. Alors justement, si on parle de ces achats de jeunes chevaux, qu'on va un petit peu détailler, en gros, ces chevaux, ils sont destinés à quoi à l'IFCE ? Alors, ils sont destinés principalement 50% pour la formation et les formations liées à la reproduction. 20% environ pour les présentations Cadre Noir et les galas. 5% pour la compétition. Alors, c'est un nombre assez réduit, mais en fait, c'est vraiment lié à notre mode de fonctionnement, à ce qu'on appelle le COP, les orientations stratégiques de l'IFCE, et 25% pour la recherche. Nous avons quelques sites qui sont dédiés à rechercher les meilleurs vermifuges, une meilleure alimentation pour les chevaux et avoir des performances sportives liées à une bonne nutrition. Oui, ça, ce sont les plateaux techniques, que ce soit Le Pin, Chambéret ou même ici à Saumur. C'est ça, c'est ça. On parlait des formations tout à l'heure, juste une précision. Donc, tu as parlé des formations reproduction. Il y a aussi des formations diplômantes ici à Saumur. Alors, ici à Saumur, oui, nous avons les formations diplômantes pour devenir DE-GEPS ou DES-GEPS. Et nous avons, en lien avec la fédération, tout le plateau jeunes athlètes d'avenir qui viennent s'entraîner à la demande de la fédération ici. Oui, le pôle France. Le pôle France, c'est ça. Alors, on va parler maintenant de la politique d'achat de l'IFCE. À quel type de chevaux on achète ? On a vu l'émission qui devait remplir. 95% des chevaux, ce sont des jeunes chevaux, c'est ça ? C'est ça. 95% environ de la population que nous achetons sont des jeunes chevaux de 3 ans. À la marge, de temps en temps, quelques chevaux de 2 ans et quelques chevaux de 4 ou 5 ans. Mais essentiellement, l'enveloppe budgétaire qui nous est allouée est faite pour acheter des jeunes chevaux. De temps en temps, nous achetons à la demande de la fédération pour des missions très spécifiques du style le paradressage ou la voltige, puisque nous avons un plateau pôle haut niveau voltige sur le site, quelques chevaux d'âge pour des missions bien particulières. Alors, combien de chevaux ça représente par an, ces achats ? Alors, sur le site de Saumur, nous avons 282 chevaux. Ça représente, pour avoir une bonne pyramide des âges, 10%. 10% de l'effectif tous les ans, ce qui correspond en général entre 28 et 30, puisque lorsque nous réformons 28 ou 30 chevaux, nous achetons 28 ou 30 chevaux pour garder un plateau stable. Et sur l'ensemble de l'IFCE, sur l'ensemble des autres sites, 10-12 chevaux sont achetés pour des missions diverses et variées, de l'attelage ou de la formation en saut d'obstacle ou en dressage.
Et quelques chevaux viennent des sites internes de l'IFCE, je crois. Quelques chevaux, oui. Nous avons quelques sites de production et nous venons prélever à la marge 4-5 chevaux par an qui ont quelques aspects techniques intéressants pour remonter soit les sites, soit le site de Saumur. Oui, ces sites de production, attention, ne sont pas là pour produire des chevaux, mais sont le support ou de la recherche. Sont le support à de la recherche ou liés à l'Anglo-Arabie et au maintien de la race. Alors, maintenant, on va essayer de voir un petit peu quels sont les critères qui vont te permettre de faire ces choix de chevaux, puisque c'est des critères très précis. Ça va dépendre de quoi, principalement ? Alors, cela dépend de plusieurs critères, que ce soit... Alors déjà, il faut que les chevaux, principalement, et ça c'est un critère qui est valable pour tous les chevaux, ils aient un bon mental. Oui, ça c'est C'est-à-dire une que base. mentalement, on doit avoir des chevaux qui doivent faire des chevaux de sport. Il faut savoir qu'un cheval, de par nature, c'est un animal grégaire. Et qui dit un animal grégaire, c'est un animal qui vit en troupeau. Et comme il n'a pas de moyens de défense, il se plaît en troupeau parce qu'il se sent en sécurité. Le fait de lui faire du sport ou le fait de le faire monter par des élèves, de changer régulièrement de personnes qui s'en occupent à la formation, fait que le cheval peut être inquiet. Donc, dans un premier temps, on recherche effectivement des chevaux qui soient mentalement solides, comme tous les sportifs. Ça, c'est le tronc commun à tous les chevaux que nous recherchons. Ensuite, par rapport aux disciplines, par exemple, en dressage, il y aura une dominante locomotion, avec de belles allures, avec des looks qui soient des looks où on a des chevaux qui soient plaisants, qui soient orientés avec un excellent équilibre, parce que le travail en dressage se fait principalement dans l'équilibre pour aller jusqu'au rassemblé. Des chevaux faits en montant plutôt. Des chevaux faits en montant avec des qualités d'élasticité importantes pour pouvoir passer d'allures longues à des allures courtes sans heurts. Pour le concours complet, c'est différent ? Alors, pour le concours complet, on retrouve à peu près la même chose pour ce qui est du dressage que les chevaux de dressage. Et on vient y rajouter des capacités d'endurance. Quand je parle d'endurance, c'est-à-dire que au plus haut niveau, un cross en extérieur dure entre 10 et 11 minutes. Et donc, en fait, il faut des chevaux qui soient capables d'aller vite, de sauter haut, d'être francs et de durer ces 10 minutes sans... que le cavalier soit susceptible et le cheval soit susceptible de tomber en cours de route. Oui, c'est l'aspect physiologique. C'est l'aspect physiologique. Et pour cela, on va rechercher des chevaux avec, dans leur lignée paternelle et maternelle, mais surtout maternelle, ce que l'on appelle des courants de sang, d'énergie, liés au pur sang ou à l'anglo-arabe. Oui, la présence dans la lignée. Tu recherches des qualités de saut aussi, parce qu'ils ont aussi une partie hippique. Ancestralement, il y a 25-30 ans, les chevaux étaient principalement issus des courses. Et donc, en fait, on leur demandait d'être très endurants, mais de pas sauter très très haut obligatoirement, d'être francs. Aujourd'hui, la qualité des chevaux en dressage, sur le cross et surtout à l'obstacle a énormément changé. Un parcours, après les 2 premières épreuves, ou qui les a fatigués énormément, le parcours est d'1,30 m. Donc on demande à avoir des chevaux qui aient beaucoup de détente, et ils sont devenus très techniques, avec des contrats de foulée se rapprochant du concours d'obstacles. Donc en fait, on a besoin aujourd'hui d'avoir des chevaux qui soient polyvalents et bons sur ces 3 tests. Alors pour les chevaux de CSO, là les critères sont plus ciblés. Qu'est-ce qu'on va rechercher ? On va rechercher énormément de force, d'équilibre et de sang, parce qu'il faut aujourd'hui des chevaux qui soient rapides au sol, car les parcs d'obstacles ont énormément évolué, les obstacles sont beaucoup plus clairs aujourd'hui, on a beaucoup moins de barres sur les chandeliers, et il faut avoir des chevaux qui soient félins et respectueux de la barre, tout en ayant un mental aujourd'hui pour ne pas se poser de questions devant des obstacles qui changent très très fréquemment de profil. Et en général, avec un peu plus de moyens que les chevaux de concours complet. C'est ça, on demande à avoir des chevaux qui aient beaucoup plus de détente vers le haut et vers l'avant. La trajectoire. Et une capacité d'avoir une trajectoire optimale. Pour la voltige, alors là, c'est complètement différent. Alors la voltige, effectivement, on recherche des chevaux déjà dans les gabarits qui soient des chevaux qui soient grands. Parce qu'il y a cet effet ressort vers le haut, et on essaie de trouver des chevaux qui font aux alentours d'1,80 m, et qui aient, ces chevaux-là, une qualité de galop optimale. C'est-à-dire que la voltige se passe au galop. Et donc, en fait, il faut des chevaux qui soient grands, avec un bon galop, et en même temps, des pistes larges. Et quand je parle de pistes larges, je parle avec des membres de chaque côté, qui aient un poitrail assez large et une croupe assez large,
pour que latéralement ils puissent se tenir correctement et qu'ils ne perdent pas l'équilibre, puisque la voltige se fait non pas en ligne droite mais sur le cercle. Oui, il faut qu'il compense le poids du voltigeur. Et le poids du voltigeur en se tenant bien et non pas sur une seule ligne. Alors dans le paradressage, là c'est encore une autre discipline avec d'autres critères. Oui, le paradressage, on va rechercher des chevaux qui soient, puisque au plus haut niveau mondial, il n'y a que du dressage. Et donc, en fait, on va demander des chevaux avec des très beaux looks, des très belles locomotions, mais en même temps qui aient un mental extrêmement adapté à chaque handicap. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de mettre un cavalier qui a des problèmes de handicap, qui est tétraplégique ou qui a des problèmes locomoteurs ou des problèmes psychologiques sur des chevaux qui sont compliqués. Donc, il faut en même temps trouver des chevaux qui soient francs, qui aient des locomotions qui soient magnifiques et qui soient utilisables par des personnes avec des handicaps divers et variés. Et ouais, ça, c'est un choix vraiment spécifique de chevaux. Alors, on vient de voir un peu les critères que tu recherchais pour chaque discipline, des chevaux très différents, on le voit bien. Où est-ce que tu vas acheter ces chevaux-là? Où est-ce que tu les cherches et où est-ce que tu les trouves? Alors déjà, il faut savoir que la subvention qui nous est allouée tous les ans est une subvention du ministère de l'Agriculture. Donc en fait, cette subvention sert à être redistribuée en même temps au monde de l'élevage et contribuer à alimenter le monde de l'élevage. Donc, oui, donc sur le sol français. Sur le sol français. Donc principalement, nos consignes en haut lieu, c'est d'aller vers les concours de modèles et allures organisés par la SHF ou organiser des rassemblements d'éleveurs par le biais des comités départementaux d'éleveurs qui gèrent l'élevage sur chaque région. Les syndicats d'éleveurs. Les syndicats d'éleveurs. Et donc, en fait, nous, quand nous organisons, soit après avoir contacté les syndicats d'éleveurs, soit en allant sur les concours, cela permet d'avoir des achats de chevaux faits en toute transparence. Bien sûr. Où un maximum d'éleveurs peut voir que la commission se déplace et tout le monde a sa chance et tout le monde peut vendre un cheval à l'IFCE. Oui, il y a un souci d'équité. C'est ça. Il faut aussi que les structures puissent permettre de voir les chevaux dans les meilleures conditions. C'est ça, on est bien loin aujourd'hui des chevaux que l'on achetait au fond d'un pré, parce qu'aujourd'hui on a vraiment besoin, puisque les chevaux que nous achetons, nous les gardons pour toute leur carrière, on a besoin de voir s'ils ont une locomotion satisfaisante, s'ils sautent correctement, et s'ils ont cette capacité à être montés pendant un certain nombre d'années. Le fait de pouvoir les voir dans un rond d'Avrincourt ou dans un manège, de les voir sauter, de les voir présenter en main pour qu'on puisse juger de leurs aplombs et de leur capacité donc physique à durer dans le temps, c'est important pour nous. Et donc en fait, il faut des structures qui soient adaptées et des chevaux qui soient un minimum préparés. C'est-à-dire, quand je parle de préparer, c'est qu'ils soient un minimum éduqués à l'obstacle, c'est-à-dire que l'obstacle ne leur fasse pas peur et l'environnement ne leur fasse pas peur, qu'on puisse les voir en réel. Oui, dans des bonnes conditions. Et qu'ils ne soient pas inquiets. Se valoriser. Voilà, c'est ça. Et ça veut dire aussi qu'il y a des bons sols et des bonnes équipes de ronds qui font bien sauter les chevaux. C'est un tout. Il faut des sols adaptés, loin d'un champ ou d'un endroit qui ne soit pas adapté à ce qu'on puisse le voir correctement. Alors quand on parle d'achat, on parle forcément de prix. Il y a un moment ou un autre où c'est un sujet qu'on doit aborder. Comment ça se passe à ce niveau-là? Quelles sont les conditions de négociation? Et j'imagine que vous êtes limité aussi en termes de tarification. Alors déjà, dans un premier temps, une fois par an, l'année N-1, l'écuyer chef et moi demandons aux responsables techniques leurs besoins en cavalerie pour l'année N+1. Et ensuite, l'écuyer chef par rapport à la cavalerie, au nombre de chevaux que l'on va devoir acheter, et surtout dans quelle discipline. Parfois, c'est un peu plus dans une discipline que dans une autre, puisqu'on doit se respecter une pyramide des âges. L'écuyer chef voit avec la direction générale l'enveloppe qui sera allouée pour les achats de chevaux. Ensuite, une fois que l'on a l'enveloppe, on fait un tableau avec l'ensemble des besoins et on divise par le nombre de chevaux dans chaque discipline et pour chaque affectation, ce qui nous donne un prix moyen par cheval. Pour les chevaux de formation, je dirais, c'est entre 8 et 12 000 euros. Pour les chevaux plutôt orientation, présentation, cadre noir, ce serait plutôt entre 10 et 15 000 euros. Et pour les solistes cadre noir et les chevaux de sport, plutôt entre 15 et 20 000. Oui, on reste dans des tarifs raisonnables en fonction du marché, quoi. C'est-à-dire que nous n'avons pas les moyens, ou de manière très exceptionnelle,
d'acheter des chevaux de très haut de gamme parce que ce n'est pas la finalité. Non, tout à fait. On les achète plutôt jeunes parce que nous avons la ressource pour les former. Et on doit, somme toute, rester dans des prix abordables parce que notre métier, c'est avant tout de les former, de les mettre en valeur sur un prix d'État qui est un prix moyen. Alors, est-ce que justement, par rapport à ces tarifs, comment tu ressens le marché aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu des évolutions récentes ? Alors, on a eu une forte baisse de natalité il y a 15-20 ans, où on a eu un réservoir de chevaux qui s'est un peu affaibli. De cela, on a découlé moins d'offres, et donc en fait, avec une demande qui était toujours la même, donc le prix des chevaux inévitablement a augmenté. Depuis quelques années, je dirais depuis 6-7 ans, on a 2 ou 3% d'augmentation des naissances par an, mais les coûts de production, avec l'inflation, etc., ont vraiment augmenté. Donc en fait, le prix des chevaux moyens n'a pas baissé. Et aujourd'hui, le coût de production, quand un cheval est élevé vraiment correctement, quand il n'est pas laissé à lui-même à manger que de l'herbe, et quand il est complémenté, qu'il voit le vétérinaire, le maréchal ferrant, etc., le prix moyen d'achat et de production, c'est 15 000. Oui, le coût de revient d'un cheval, c'est à peu près ça. Oui, c'est à peu près ça, à quelque chose près. Alors ça, c'est la négociation sur le tarif du cheval, le prix effectivement sur lequel on va s'entendre. Une fois qu'on a fait ça, on passe à l'acte d'achat proprement dit, mais il y a des conditions avant. C'est ça. Une fois que le cheval a déjà rempli tout l'aspect technique que l'on a vu précédemment, qu'on sait qu'on l'a orienté dans telle ou telle discipline, on sait à peu près quelle est la fourchette de prix. Ensuite, on voit le vendeur et on lui dit, voilà, vous voulez tel prix de votre cheval, nous, on vous en propose tant, puisque nous ne sommes pas marchands de chevaux. Donc le but, ce n'est pas de baisser le prix pour baisser le prix, mais d'essayer d'avoir le juste prix par rapport à notre enveloppe budgétaire. Ensuite, lorsque nous sommes tombés d'accord, nous remplissons ce que l'on appelle une promesse d'achat. C'est ce qui lie l'éleveur à l'établissement et inversement. Dedans, il y a tout un tas de paragraphes sur les vaccinations obligatoires, sur l'assurance du cheval faite par l'État à hauteur de 12 000 €. C'est-à-dire que s'il a acheté plus cher, c'est au vendeur de prendre une assurance complémentaire. Et tout cela est détaillé. On a tout le curriculum vitae du cheval. Et cela induit derrière, lorsque les deux signent, une visite vétérinaire qui va être faite, où le cheval va venir sur l'établissement. Donc en général, nous proposons à l'éleveur, pour limiter ses frais, puisque nous ne les achetons pas très très cher, d'aller chercher le cheval chez lui par nos propres moyens. Donc ça limite déjà les coûts. Oui, il y a des tournées qui sont organisées. Voilà, c'est ça. Et de faire en même temps une visite vétérinaire à nos frais par nos vétérinaires. C'est Xavier Goupil ? C'est Xavier Goupil, qui est le chef de la clinique vétérinaire du site de Saumur. Alors, on a fait un podcast avec lui sur le sujet. Oui, d'accord. Donc, en fait, voilà, vous avez déjà traité le sujet. Une fois que la visite vétérinaire est faite, c'est-à-dire la visite clinique et radiologique, la clinique vétérinaire, Xavier Goupil en l'occurrence, émet un avis, avis favorable ou défavorable. Si l'avis est défavorable, en général, l'écu en chef et moi, ainsi que Xavier Goupil, quand il y a vraiment à discuter, on en parle ensemble, mais on se réfère toujours à l'avis vétérinaire parce que c'est un vrai bon garde-fou. C'est-à-dire que c'est eux qui vont avoir les chevaux ensuite pendant quelques années à s'occuper, et en général, c'est leur métier de dire « attention, là, on aura ou pas un problème ». Une fois que l'avis vétérinaire a été donné, cela passe dans les affres administratives. C'est-à-dire que nous, on remplit le dossier est transmis à la direction générale, à l'écu en chef et au directeur général, qui, eux, prennent la décision de l'acheter ou pas, en fonction ensuite de critères qui leur sont propres. Notre avis, c'est un avis de technicien, et après, il y a l'avis de la direction générale. Alors là, on a détaillé tout le processus d'achat des chevaux de l'IFCE. Toi, tu as une certaine expérience, Patrick, dans ce domaine-là, parce que tu fais ça depuis quelques années déjà maintenant. Moi, je voudrais que tu nous racontes un petit peu les anecdotes, les achats de très bons chevaux qu'on a connus à l'IFCE et que tu as pu acheter. Je pense notamment à Sertorius de Rima. Alors, Sertorius de Rima a une histoire assez drôle. Et donc, en fait, je vois effectivement un cheval avec un très beau look, une belle locomotion. En revanche, il était petit. Tout le monde lui disait, oui, il a quelque chose, mais il faut prendre le risque. Je dis, écoutez... je prends le risque. On verra bien.
on a suffisamment d'écuyers à l'école pour trouver un écuyer qui va vouloir s'y intéresser. Et alors, tu l'as affecté où, ce cheval ? Alors, dans un premier temps, je l'avais affecté pour faire un sauteur, parce qu'il avait de l'énergie, il était assez court de partout, il avait un bon équilibre. Je me suis dit, ça va faire. Et puis, les responsables des sauteurs m'ont dit, non, il n'aura pas assez de force pour nous. Il a toutes les qualités, mais il lui manque un petit peu de force, on ne va pas prendre le risque de l'abîmer. Et Pauline Basquin, qui était là, me dit, Patrick, moi, j'ai une place dans mes box, le cheval m'intéresse, je verrai bien ce que j'en ferai. Au pire, ça fera un cheval dressé et éduqué pour la formation. Et donc, voilà. Et ce cheval-là est devenu cheval olympique. Et entre-temps, il a été champion de France. Il a fait participer au circuit SHF en gagnant quasiment toutes les épreuves. L'osmose et le feeling étant passé entre la cavalière et ce cheval-là, c'est une belle histoire parce que au départ, on ne s'attendait pas au résultat final. Mais partir d'un petit cheval sans trop d'ambition à un cheval sélectionné olympique, qui plus est meilleur cheval français, gagnant d'un Grand Prix un CDIO à Madrid, c'est un couple qui s'est créé sur un peu un pari. Ouais, il y a eu une synergie entre les deux, effectivement, qui les a amenés jusque-là. Exactement. Avec un souvenir des Jeux Olympiques sur la reprise libre en musique que tout le monde a vu. Sur Stromae, c'est ça. Ouais. Où en fait, ça a fait applaudir et rêver beaucoup de personnes. Y compris des gens pas forcément familiers du dressage. Ah non. C'était un vrai vecteur de communication parce que c'était vraiment léger et beau. Alors, autre cheval très connu dans les achats de l'IFCE, c'est King du Brio. Alors, King du Brio, l'histoire est un tout petit peu différente. Il y a quelques années, un écuyer qui montait en concours complet à l'époque me dit on m'a demandé de regarder un cheval. C'est un élève de chez nous, il a un cheval. Il l'a pris un peu au travail, un propriétaire lui a mis au travail. Et puis, il me dit qu'il a quelque chose. Et si on pouvait le voir, donc on se donne rendez-vous à midi et on le voit sur une de nos carrières. Et effectivement, là, ce jour-là, le cheval devait avoir 6 ans, si mes souvenirs sont bons. On nous a présenté un cheval un peu félin, comme ça, pas très grand, pareil, 1m64, 5, mais avec de l'envergure, avec un bon œil, avec une tête expressive, et puis avec une vraie volonté de bien faire tout le temps. Ouais. Un bon ouvrier. Alors j'ai dit à Gildas Flamand, qui se demandait si lui pourrait le monter, puisque l'élève lui avait demandé de le regarder. Je lui dis, écoute, Gildas, si tu le veux, au moins tu le travailleras, ça fera un bon cheval de formation. Au moins parce qu'il a quand même quelques qualités. Et donc en fait, on l'a acheté. Pareil, un prix pas excessif du tout. Et il a commencé à le débuter en concours complet, où en fait, il s'est avéré que c'était un cheval qui aimait ça. Il était assez facile sur le cross, sur le plat et en dressage, il voulait toujours essayer de bien faire. À l'obstacle, il sautait avec son style à lui, mais il faisait toujours l'effort pour ne pas toucher les barres. Et ensuite, Gildas Flamand a décidé d'arrêter le concours complet et il l'a confié, en fait, parce que on essaie autant que faire se peut qu'un écuyer qui a contribué à la formation d'un cheval le confie au cavalier qu'il pense être le plus adapté au cheval. Quoi. C'est une transmission, en fait, parce qu'il connaît bien le cheval. Donc, en fait, il a vraiment essayé de se dire qui va, de par la taille, de par l'expérience et de par le feeling, être le plus adapté à ce cheval-là. Il l'a confié à un écuyer de l'époque, qui est devenu écuyer en chef maintenant, mais qui ne l'était pas à l'époque, à Thibaut Valette. Et après, l'histoire s'est révélée Ils vont devenir champion olympique. Et être belle parce qu'il est devenu champion olympique à Rio avec ce cheval-là, par équipe. Et il a contribué à des victoires de l'équipe de France pendant 10 ans. Ouais, et c'est très un belle cheval longévité. et qui n'a jamais eu une blessure. Il a tenu au plus haut niveau dans une discipline quand même qui est accidentogène, où on peut avoir des pépins musculaires, etc. Pendant 10 ans, il n'a jamais rien eu. Et il a été un des piliers de l'équipe de France et considéré par la presse étrangère comme un des meilleurs chevaux au monde pendant 2-3 ans. Ouais, une très belle histoire. Alors, un dernier exemple plus récent, c'est Hydromel Noir. Alors oui, c'est une jument qui aujourd'hui a 7 ans. Alors c'est assez amusant parce que c'est une jument issue de l'élevage familial, je dirais, puisque elle a été produite sur un des sites de l'IFCE. Et le site jument, du Pin. Sur le site du Pin. C'était une jument qui était destinée au départ, de par le croisement, à devenir une jument de dressage. Et quand on l'a rentrée à 2 ans, on la trouvait pas très grande. À 3 ans, on s'est dit, elle est vraiment petite. Elle faisait 1m57.
Et en fait, on l'a proposé à Pauline Basquin puisque c'était issu d'une jument qu'elle avait montée. Et Pauline nous a dit, non, elle est vraiment trop petite, là. Déjà, Sertorius, il est pas grand, mais alors celle-là, elle est vraiment toute petite. Et donc, en fait, on s'est dit, on a un meneur au Haras du Pin, Fabrice Martin, qui l'avait vu naître et qui l'avait suivi un peu puisqu'elle a été élevée au Haras du Pin, et qui nous avait dit, si elle ne vous convient pas, elle pourrait faire une jument d'attelage parce qu'elle a vraiment toutes les qualités. Et en fait, on n'a pas traîné longtemps. On a essayé de faire la bonne association avec le bon meneur et on lui a confié. Et depuis, c'est une jument qui a été vice-championne du monde l'année dernière en attelage à 1 à 6 ans. Ouais, c'est une jument prometteuse aussi, qui aujourd'hui tourne en internationaux. Championne de France aussi. Et qui a été championne de France et qui va briller dans l'avenir, jument à suivre et qui aura, je pense, une vraie perspective de carrière. Alors, ce qu'on voit dans ces 3 exemples, Patrick, de ces chevaux fantastiques, c'est que à chaque fois, le choix de la destination, de la discipline à jouer, l'affectation auprès d'un cavalier et d'un meneur ont été déterminants. Alors oui, en fait, si on veut résumer, l'État n'a pas des moyens considérables pour mettre des prix importants lors de l'achat des chevaux. En revanche, derrière, il y a un vrai suivi de la cavalerie, un vrai suivi des chevaux. L'établissement essaie toujours de mettre le cheval au bon écuyer, au bon meneur, à la bonne place, au bon moment. On a dans notre organisation, ça peu de personnes le savent, mais on a 4 commissions de gestion par an de la cavalerie. Ces commissions de gestion, elles regroupent les vétérinaires, l'écuyer en chef, les responsables techniques, le responsable des moyens équestres, le responsable du service des écuries, les écuyers concernés, et où, sur l'ensemble des sites, 4 fois par an, on fait le point de tous les chevaux. Alors, pas ceux qui sont à la bonne place et qui vont bien et qui n'ont aucun souci, mais l'ensemble des chevaux qui pourraient être réorientés ou qui pourraient avoir un problème ou qui demandent une attention particulière. Et ce qui permet, pas à 100%, mais au moins, je dirais, à 90%, d'optimiser la carrière des chevaux et de ne pas laisser un cheval dans un endroit alors qu'il serait mieux à un autre endroit. Ça permet d'en parler collégialement et d'avoir tous notre mot à dire. In fine, c'est l'écuyer en chef qui a le dernier mot et qui décide, après avoir pris connaissance de l'ensemble des orientations et des avis, qui décide. Mais en fait, ça permet d'avoir un vrai suivi de carrière des chevaux, de respecter la pyramide des âges de nos chevaux, de respecter leur profil de carrière et leur longévité au sein de l'établissement. Oui, puis il y a une vraie qualité d'expertise de tous ces acteurs de l'IFCE, faut le dire. C'est ça. C'est pas une personne qui contribue tout seul au bien-être et à la carrière d'un cheval. C'est un ensemble. Ça va de la personne qui les achète, au soigneur qui s'en occupe, à l'écuyer qui le monte, et tout le staff autour qui crée une bulle où l'ensemble des chevaux peuvent évoluer et être optimisés, en fait. Ouais, au bon endroit, dans la bonne discipline, avec le bon cavalier ou le bon meneur. Ouais. C'est ça. Alors, si on veut retenir quelques points seulement de cet échange, Patrick, parce que c'est des chevaux qui sont achetés à des prix tout à fait raisonnables. C'est ça. On achète des chevaux, c'est une enveloppe d'État, donc on n'a pas vocation à avoir des chevaux achetés très très chers. On s'aperçoit que, en plus, ce ne sont pas obligatoirement les chevaux achetés les plus chers qui brillent le plus. Donc en fait, l'État a pris le pari d'acheter des chevaux à des prix moyens, mais de faire en sorte que tous les élevages de France puissent nous les proposer. Et pour ceux qui sont tentés de nous les confier pour leur carrière, et à nous derrière de faire le travail. Et l'autre élément, c'est qu'on va chercher donc l'optimisation maximale du potentiel de ces chevaux, et j'ai envie de dire aussi de leur bien-être, grâce à toute cette chaîne de moyens et d'expertise. C'est ça. On les achète, on les forme, on les oriente dans les meilleures conditions, avec une chaîne hiérarchique et de personnes qui sont là pour le bien-être des chevaux, leur optimisation et surtout leur longévité. Merci Patrick. Merci à toi. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr.
Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipédia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.